Vendredi 10 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Journée internationale des droits de l'homme, l'occasion pour nous de nous pencher sur ces peuples opprimés. On en parlera avec notre invitée Fatou Zahra Bendraham, avocate au barreau d'Alger et chercheuse en droits de l'homme. Ouverture des archives de la guerre de libération nationale, avancée de 15 ans, annonce faite par la ministre de la Culture française Roselyne Bachelot. Royaume-Uni, la Haute Cour de Londres revient sur son refus d'extrader Julian Assange. On en parle dans un instant. Mexique, 53 migrants morts dans un accident de camion. Plus de 100 personnes étaient à bord. Ils étaient pour la plupart originaires de Guatemala. Et on entame ce journal avec le dossier qui concerne la Journée internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. L'occasion pour nous donc de nous pencher sur ces peuples opprimés où tous les droits de l'homme sont tout simplement bafoués. En Palestine, la Nakba désignant le déplacement de plus de 700 000 Palestiniens à la suite de la création de colonies sionistes en 1948. Plus de 70 ans après, les réfugiés palestiniens sont toujours privés de leurs droits. Je vous propose à ce sujet d'écouter le professeur à l'université à Raza et journaliste M. Ziad Meddour. On peut dire que les droits de l'homme sont bafoués dans les territoires palestiniens suite à l'occupation, suite à ce régime d'apartheid, suite à la colonisation et surtout suite au silence complice de la communauté internationale officielle. Et le droit international n'est pas appliqué. Les Palestiniens aujourd'hui, ils réclament l'application du droit international. Or, malgré toutes les décisions internationales, et aujourd'hui... Autre peuple opprimé, le peuple sahraoui. Durant 2 jours, le Sahara occidental sera au cœur des discussions à l'occasion de la 45e conférence de Le Coco, organisée à partir d'aujourd'hui en Espagne, à Las Palmas. Un nouveau rendez-vous pour rappeler à la communauté internationale le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Amin Touta. Un nouveau rendez-vous international pour le Sahara occidental. Durant 2 jours de discussion, la 45e conférence de Le Coco en Espagne mettra la lumière sur le constat des droits de l'homme et la situation de la population sahraoui dans les territoires occupés par le Maroc, notamment pour ce qui est du phénomène d'oppression à l'encontre des civils. Une rencontre qui coïncide avec la Journée internationale des droits de l'homme et après plus d'1 année de l'arrêt du cessez-le-feu, suite à l'escalade au niveau de la Zanguergarat au Sahara occidental. Les participants et les intervenants à ce congrès ne manqueront pas de rappeler à la communauté internationale les droits légitimes du peuple du Sahara occidental et le respect à l'autodétermination, un principe garanti par les résolutions des Nations Unies. Autre axe de traitement à la conférence est la campagne juridique que mène le Front Polisario concernant l'exploitation illégale des matières premières et ressources naturelles sahraouis par le Maroc. Dernièrement, le Sahara occidental avait obtenu gain de cause auprès des juridictions européennes, affirmant que les territoires sahraouis ne peuvent pas être inclus dans les traités économiques avec le Maroc. Les Sahraouis qui expriment leurs craintes quant à l'exacerbation des droits de l'homme dans les territoires occupés, surtout après le rapprochement militaire entre le Maroc et l'État sioniste. Je vous propose d'écouter à ce sujet le militant sahraoui Yara Ali. Il s'agit de savoir que le Maroc, le droit de l'homme connaît que la répression. Nous avons des centaines d'exemples. Et là, il a profité des États-Unis et à l'époque Trump, avec la France, pour faire l'escalade contre le droit de l'homme. Il s'agit de savoir que le Maroc, le droit de l'homme connaît que la répression. Nous avons des centaines d'exemples. Et là, il a profité des États-Unis et à l'époque Trump,
avec la France pour faire l'escalade contre le droit de l'homme, et donc il n'a pas changé. Et ça, c'est scandaleux du fait que la communauté internationale ne pouvait rien faire, parce que c'est le Maroc. Parce que le Maroc, c'est l'icône de la réaction. Mais le Maroc profite de l'alliance avec Israël, qui n'est pas nouvelle, hein, et que Israël aide le Maroc à écraser le peuple sahraoui. Et donc, c'est le contexte post-Trump. On subit. Gdemzig, c'était un cas particulier du fait qu'il a condamné des gens, il les a accusés de tuer les policiers marocains, et le Maroc il cherche toujours la mensonge. C'est les mensonges. Nous avons notre manière de lutter, mais de lutter d'une manière correcte. Et dans ce dossier dédié aux droits de l'homme, on s'intéresse aussi aux Rohingyas, longtemps persécutés en Birmanie. Dernièrement, un recours collectif des réfugiés Rohingyas aux États-Unis a été déposé. Une plainte contre le réseau social Facebook pour avoir laissé se propager les discours de haine à l'encontre des musulmans de Birmanie qui se sont transformés en violence dans la vie réelle. C'est un sujet signé Leila Gertel. Rohingyas ou le massacre d'un peuple oublié. Les Rohingyas est une ethnie musulmane qui vit principalement dans le nord de l'État d'Arakan, dans l'ouest de la Birmanie. Cette population a de tout temps été l'objet de persécutions et de répression de la part de la population birmane bouddhiste. Le massacre sauvage des Rohingyas musulmans avait commencé entre la période de 2014 jusqu'à 2017, provoquant l'exode massif de près de 730 000 personnes vers le pays voisin, le Bangladesh, où cette population d'apatrides, comme elle est qualifiée, n'a pas été la bienvenue non plus au Bangladesh. Mais le pays n'a pu faire autrement que de l'accueillir. Il serait plus d'1,3 million réfugiés dans la région de Bachchachar au Bangladesh. Leur situation humanitaire ne s'est guère améliorée en Birmanie car ils continuent d'être les victimes des persécutions d'un régime militaire totalitaire depuis février dernier. Il faut dire que, paradoxalement, même du temps du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi en 1991, les Rohingyas ont souffert de martyrs. Cette dernière a préféré jouer la carte de la compromission au risque de perdre son électorat et sa popularité. Les Rohingyas ont été sacrifiés. Les ONG et les médias parlent alors d'un véritable génocide qui a fait environ 850 000 morts et quelques 730 réfugiés. Un peuple sacrifié par la communauté internationale et son silence assourdissant. Nous le disions en titre, la ministre de la Culture française, Roselyne Bachelot, annonce l'ouverture des archives de la guerre de libération nationale. Une ouverture avancée puisqu'elle se déroule 15 ans en avance. Des archives qui sont au cœur des relations algéro-françaises depuis plus de 50 ans. Dans un entretien accordé à la radio française RMC, elle aborde plutôt la question de la mémoire. On l'écoute. Je suis la ministre des Archives. Vous annoncez que vous ouvrez les archives. J'annonce que j'ouvre avec 15 ans d'avance les archives sur les enquêtes judiciaires de gendarmerie et de police qui ont rapport avec la guerre d'Algérie. Je veux que sur cette question, qui est une question qui est troublante, qui est irritante, où il y a des falsificateurs de l'histoire qui sont à l'œuvre, je veux qu'on puisse la regarder en face. On ne construit pas un roman national sur le mensonge. Et c'est la décision que j'ai prise en ouvrant ces archives avec 15 ans d'avance. Et on va continuer à parler de la Journée internationale des droits de l'homme avec notre invitée ce soir, Madame Fatma Zahra Benbrahim. Elle est avocate au barreau d'Alger et chercheuse en droits de l'homme. Bonsoir maître. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors ce soir, j'aimerais avoir votre constat concernant la violation des droits de l'homme au Sahara occidental dans un premier temps. Bien effectivement, je crois que toutes les conventions et toutes les déclarations des droits de l'homme, à commencer par le code de Hammurabi jusqu'à la Déclaration universelle des droits de l'homme, défendent les droits des citoyens là où ils se trouvent. Et il se trouve justement que les pays qui prônent
la liberté des uns et des autres, les droits de l'homme, sont les premiers à violer leurs propres lois, leurs propres codes et les codes d'un point de vue général. Donc, le Sahara occidental, le droit à la liberté est un droit fondamental. Le droit à l'opposition à l'oppression est également un droit fondamental. Et malheureusement, nous voyons que dans le Sahara occidental, il y a un pays voisin qui viole tous les droits des citoyens et de la terre du Sahara occidental. On va parler également de l'occupation illégale en Palestine. Qu'en est-il de la question des réfugiés palestiniens? Quel est votre constat? Eh bien, réfugiés palestiniens, où? Il faut d'abord les situer. Parce que s'ils sont en Palestine, ils sont sur leur propre territoire. Oui. Vous savez très bien que la naissance d'Israël ne date que de 1948. Et comme par hasard, c'est presque la même date de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc le traité Balfour. Les Anglais, on impose des Juifs en Palestine, mais pas des Juifs. Disons que c'est des sionistes. C'est le protocole des Sions qui a permis donc l'installation des Juifs en Palestine. Et donc, si on parle aujourd'hui de Palestine, il faut reconnaître que la Palestine appartient aux Palestiniens et que la question d'Israël et des Israéliens, moi je dirais que c'est un mythe qui un jour ou l'autre devra disparaître, et c'est en voie de disparition. Parce que comme le prévoit le Coran, si jamais le christianisme et l'islam se liguent contre le sionisme et la juiverie, ce sera la fin de la juiverie. On va parler dans un dernier temps de cette requête algérienne de condamnation de crimes commis à l'époque coloniale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question? Eh bien, tout d'abord, il n'y a pas eu de demande officielle, n'est-ce pas? Mais il y a un texte fondamental et très important, c'est le traité de Rome de 1998, 17 juillet 1998, qui lui est le premier texte international qui punit les crimes contre l'humanité. Mais il se trouve que la France a commis tous les types de crimes contre l'humanité retenus dans le traité de Rome. Ce qui est important de savoir, c'est que tous ces crimes sont imprescriptibles. Cela veut dire que l'Algérie est fondée à faire sa demande à n'importe quel moment, mais elle n'a pas encore été faite. Aujourd'hui, c'est les chercheurs, c'est la société civile qui demandent les réparations. Mais on n'en est pas encore à ce stade, car c'est des textes de loi qu'il faut faire appliquer, mais c'est également des procédures qu'il faudrait envisager. Merci, Maître Fatma Zahra Bendraham, d'avoir été présente avec nous en cette journée internationale des droits de l'homme. Je le rappelle, vous êtes avocate au barreau d'Alger et chercheuse en droit de l'histoire. Merci. On va s'intéresser à présent à l'Afrique, où les forces armées du Burkina Faso et du Niger affirment avoir tué une centaine de terroristes au cours d'une opération commune menée du 25 novembre au 9 décembre à la frontière entre les deux pays, confrontés à des attaques récurrentes. Les différentes actions ont permis de neutraliser une centaine de terroristes et d'appréhender une vingtaine d'individus suspects. 4 militaires burkinabés ont été tués au cours de cette opération dans l'explosion d'un engin dans l'est du Burkina Faso. 13 militaires des deux pays ont été blessés. Et au Mali, le camp de la mission MINUSMA a été visé par des tirs de mortier dans la région de Kidal. Aucune perte humaine n'a été enregistrée. Cette attaque survient au lendemain de l'attaque d'un convoi logistique de la mission onusienne qui a coûté la vie à 7 casques bleus togolais. En Tunisie, le président Kais Saïed pointe du doigt la constitution de 2014, source de la crise qui secoue son pays. Le président tunisien, lors de sa rencontre avec 3 professeurs spécialistes en droit constitutionnel, a estimé que la constitution de 2014 est dépourvue de toute légitimité et qu'elle n'était tout simplement plus valable. Je vous propose de l'écouter. Le problème constitutionnel aujourd'hui en Tunisie est la conséquence de la constitution de 2014, parce qu'elle était là pour affaiblir l'État, les institutions d'État, un État dans l'État. Et après 5 à 6 ans, il s'est avéré que cette constitution n'est plus valable. La souveraineté, c'est pour le peuple. Il faut s'en remettre au peuple.
Tunisie, toujours l'incendie qui a touché le siège central du mouvement Ennahda hier dans la capitale Tunis a causé la mort d'une personne et blessé 18 autres. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, Ennahda a annoncé, en citant des témoins, la mort de l'un de ses militants. Il s'agit d'un ancien agent d'accueil, le vice-président du mouvement et ancien Premier ministre, Ali El Larayed, qui s'est jeté du 2e étage pour échapper aux flammes, ainsi que le président de la Choura, le conseil consultatif du parti, Abdelkarim Harouni, ont été blessés et transférés à l'hôpital. Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Tunisie sont caractérisées par la solidité sur tous les fronts. Afin d'intensifier la coopération économique, de nombreux dossiers seront prochainement signés entre le président de la République, Abdelmajid Tebboune, et son homologue tunisien, Kais Saïed. Plus de détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Lors de sa visite effectuée en Tunisie, le Premier ministre algérien, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a révélé que certains nombres de dossiers économiques ont déjà atteint la phase finale entre Alger et Tunis. Le chef de l'exécutif algérien assure que ces dossiers seront signés lors de la prochaine visite prévue du président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, en Tunisie. Tous les dossiers prioritaires sont en phase d'étude. Nous avons fait un grand pas pour remettre ces dossiers dans la phase finale concernant les secteurs économiques, commercial, énergétique et industriel, y compris les travaux publics. Tous ces protocoles seront signés lors de la prochaine visite de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune. Nous sommes ici présents afin de mieux préparer cette visite. Tous les protocoles évoqués seront signés durant la visite officielle que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, compte effectuer. Entre autres, l'Algérie envisage d'augmenter ses exportations en énergie vers la Tunisie, en augmentant notamment l'approvisionnement en gaz naturel orienté vers les régions limitrophes à travers l'exportation de la quantité exportée via le gazoduc Transmed. Le Premier ministre algérien, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a réaffirmé le caractère stratégique des relations unissant l'Algérie et la Tunisie et la nécessité d'aller vers de nouvelles perspectives. En Syrie, de violentes intempéries ont provoqué d'importants dégâts dans des camps de réfugiés dans le nord-ouest du pays. Des centaines de tentes ont été détruites ou inondées. Plus de 70 campements abritant des dizaines de milliers de réfugiés dans la province d'Idleb et au nord d'Alep, qui échappent encore au contrôle de Damas, ont été endommagés par les intempéries. De fortes pluies accompagnées de vents violents se sont abattues pendant 24 heures sans interruption sur le nord du pays. Deuxième et dernière journée des discussions autour du nucléaire iranien. Dans la capitale autrichienne, Vienne, les parties tentent de sauver l'accord de 2015 sur fond de discordance depuis le retrait américain en 2018. Le représentant de la communauté européenne, Enrique Mora, a déclaré hier que ce 7e round de discussion traitera la problématique de la levée des sanctions sur l'Iran. Au Royaume-Uni, la Haute Cour de Londres est revenue aujourd'hui sur son refus d'extrader Julian Assange, une décision qui ouvre la voie à une éventuelle extradition du lanceur d'alerte vers les États-Unis, pays où il risque une peine de 175 ans de prison. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Ultime rebondissement dans l'affaire Julian Assange, alors que la justice britannique avait refusé d'extrader le lanceur d'alerte vers les États-Unis en janvier 2021, celle-ci est revenue sur sa décision aujourd'hui. La Haute Cour de Londres va réexaminer la demande d'extradition soumise par les États-Unis. Les juges ayant estimé que Washington avait fourni des assurances sur le traitement du lanceur d'alerte. La décision porte un coup sévère aux efforts entrepris par le cofondateur de Wikileaks et ses avocats pour empêcher son transfert outre-Atlantique. Avant son incarcération, Julian Assange s'était réfugié à l'ambassade d'Équateur de 2012 jusqu'à 2019. Il est depuis en prison au Royaume-Uni, d'où il lutte contre l'extradition vers les États-Unis. Il y est accusé d'avoir aidé l'analyste militaire américaine Chelsea Manning à faire fuiter des documents classés secret défense. L'Australien de 50 ans est recherché par Washington pour avoir publié en 2010 des centaines de milliers de documents classifiés
liés aux agissements des États-Unis durant les guerres en Irak et en Afghanistan. Il risque jusqu'à 175 ans de prison dans une affaire qui représente, selon ses soutiens, une grave attaque contre la liberté de la presse. Pour rappel, les guerres qu'ont menées les États-Unis au Moyen-Orient auront coûté 776 milliards de dollars d'après le Pentagone, mais surtout plus de 900 000 morts dans les pays concernés. Le bras de fer continue entre Paris et Londres au sujet des licences de pêche. L'ultimatum fixé par Bruxelles s'achève aujourd'hui. Une date butoir non reconnue par les Royaumes-Unis. Les détails avec Souhila Akilal. Le Royaume-Uni a rejeté l'échéance fixée à vendredi soir par la Commission européenne pour régler le litige des licences de pêche post-Brexit avec la France, qui accuse Londres de mauvaise foi et promet d'aller au contentieux. Cette décision, qui suscite de vives tensions entre les deux pays, intervient 11 mois après l'accord de commerce post-Brexit et alors que des négociations marathons se poursuivent, la France avait protesté de la mollesse de la Commission européenne et obtenu qu'elle donne une date butoir à Londres fixée au 10 décembre. Le porte-parole du Premier ministre Boris Johnson a déclaré hier soir, je cite, « Nous n'avons jamais fixé de date butoir, ils en ont fixé une, mais ce n'est pas celle sur laquelle nous travaillons. » Quelques minutes plus tard, le président français Emmanuel Macron a indiqué en conférence de presse que les relations entre les deux pays sont difficiles parce que le gouvernement britannique jusqu'à présent ne fait pas ce qu'il dit, notamment en ce qui concerne le dossier des licences. En vertu de l'accord signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. On va parler santé à présent. En France, au moins 40 cas de contamination au nouveau variant Omicron ont été confirmés selon le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Il pourrait en réalité se compter en milliers. Selon les chiffres de la Caisse nationale française de l'assurance maladie, environ 1,1% de nouvelles contaminations enregistrées pourraient contenir cette mutation. Et en parlant de mutation en France, toujours, un nouveau variant vient d'être découvert sur des patients dans le département des Alpes de Haute-Provence. L'annonce a été faite par l'IHU Méditerranée Infection, dirigé par le professeur Didier Raoul. Ce nouveau variant a été baptisé IHU. Une surveillance épidémiologique doit être pratiquée pour savoir le niveau de dangerosité de ce nouveau variant. Au Mexique, 53 migrants ont trouvé la mort lors de l'accident du camion qui les transportait. Plus de 100 personnes étaient à bord du camion en question. L'accident est survenu dans le sud du pays. Selon la protection civile, le camion s'est écrasé contre un mur à toute vitesse avant de se renverser. La plupart des migrants se trouvant à bord sont originaires de Guatemala. Économie, c'est une véritable crise énergétique qui frappe de plein fouet le Maroc. L'Office d'échange marocain a annoncé une hausse de 43% de la facture énergétique jusqu'à fin octobre de l'exercice courant. Les explications de Mohamed Wali Ben Chaben. Les derniers chiffres de l'Office d'échange marocain annoncent une hausse de 43% de la facture énergétique jusqu'à fin octobre dernier. La facture est passée à 58,8 milliards de dirhams. Le montant des importations énergétiques du Royaume, qui avait atteint 41,1 milliards de dirhams durant la période janvier-octobre 2020, a augmenté de 17,7 milliards de dirhams durant la même période de l'année en cours. La même source ajoute que cette forte hausse est causée par la croissance des approvisionnements en gaz oil et fuel oil de 9,2 milliards de dirhams à fin octobre, suite à l'augmentation de 34% des prix. Le Merzen est face à une nouvelle donne, c'est celle de trouver des financements supplémentaires pour approvisionner la majorité des Marocains dont le besoin en énergie est plus que nécessaire durant la saison hivernale qui s'annonce glaciale. Avec la hausse vertigineuse des prix des produits énergétiques et la dégradation drastique du pouvoir d'achat des citoyens marocains, la situation à ce niveau est devenue très critique pour le Maroc.
Sport à présent, entre le 13 et le 23 janvier prochain est prévu le championnat d'Afrique des Nations de handball 2022. Il a été reporté. La Confédération africaine de handball a pris ce jeudi la décision de reporter le championnat d'Afrique des Nations de handball. La Confédération n'a rien communiqué sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. L'instance dirigeante du handball africain avait pourtant effectué le tirage au sort de la phase finale de la compétition avant d'en suspendre les résultats. L'Algérie avait annoncé son retrait de la compétition suite au déroulement de certains matchs sur le territoire de l'Aïon occupé. Et on va